Bonjour. Quelque part sur la côte sud-ouest de l'Irlande, dans l'ancien royaume de Kerry, là où les flots lourds s'acharnent sur les rochers friables et murmurent parmi les pierres de sombres histoires de noyés à la chevelure entremêlée de varech, un jeune homme, le pas hésitant, dans la lumière vacillante, lève les yeux vers le ciel obscurci par une couche de nuages qui s'étend d'un bout à l'autre de l'horizon, comme de la laine d'acier, et s'amasse visiblement pour une explosion vengeresse après 2 jours de soleil inondant. Protégé de l'océan despotique, là-bas, sur la langue de terre basse, un petit port calme hésite à aller se coucher. Ses réverbères épars aident les retardataires à trouver le chemin du logis. Alors qu'il était là, les yeux levés vers le ciel et vers les pentes verdoyantes des petites collines et les montagnes bleu sombre, monta en lui cette impression d'irréalité que nous avons tous éprouvée au moins une fois dans notre vie au contact de la nature, souvent au crépuscule. Il lui apparut que tout ce paysage ondoyant n'était pas autre chose que des coulisses, des panneaux de carton peint qui à tout moment pouvaient être remplacés par d'autres panneaux complètement différents lorsqu'une nouvelle scène serait montée. Ce jour-là, peut-être, pour la première fois, ce jeune homme qui rêvait de vivre de sa plume songea au théâtre. Il songea à faire du théâtre. Un peu plus tard, de retour dans son auberge, aux murs érigés en pierres grossières, sur lesquels pendaient des cornes à boire d'étain, d'acier et de bois, il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un gros trèfle à 4 feuilles, récemment cueilli, sans doute par la charmante chambrière qu'il avait complimentée pour son agréable minois, et posé sur un guéridon devant la fenêtre de sa chambre. C'est un talisman que l'on voit partout en Irlande. C'est un signe qui apporte la santé, assure la fertilité, protège de la sorcellerie et des gnomes. Il plaça soigneusement le trèfle dans son portefeuille et éprouva un soulagement irrationnel, comme si rien de mal ne pouvait plus désormais le toucher tant qu'il conserverait cette feuille verte sur lui. Or, il avait besoin de chance, alors même qu'il s'apprêtait à quitter son île natale pour Londres. Il avait tout juste 20 ans, des projets et des rêves plein la tête. Il s'appelait George Bernard Shaw. Il était né à Dublin, la capitale de l'île verte, le 23 juillet 1856, dans une famille protestante bourgeoise mais modeste. Ses parents ne s'entendaient guère, et il souffrit de cette dissension et des incessantes querelles entre son père, adepte de la dive bouteille, et sa mère, d'un naturel froid et sévère. Celle-ci ne s'occupa guère de lui et de ses 2 sœurs, mais il lui doit, de tout jeune, son goût de la musique. Très tôt également, il parvint à acquérir une culture artistique en fréquentant les théâtres et les galeries de peinture de la ville. À 15 ans, il fut placé dans un bureau de gérance de biens où il devint caissier. Après son peu de disposition pour les chiffres et son manque d'intérêt pour son travail, il apprit à apprécier à sa juste valeur l'argent qui manquait tant dans sa famille, et il prit l'habitude, qui ne le quitta jamais, de s'occuper lui-même de ses affaires, plutôt que de les confier à un tiers. Cependant,
bouleversé par la lecture des grands romantiques anglais et caressant toujours le rêve secret de devenir écrivain, il songea très vite à quitter l'Irlande et sa capitale qu'il détestait. Comme Oscar Wilde, né comme lui à Dublin 2 ans plus tôt, il aurait pu dire « Dieu, que j'ai gâché ma vie en Irlande !» Pourtant, il se fera souvent le défenseur de sa terre natale et ses critiques amères de la société bourgeoise seront en partie inspirées par ses origines. 2 mois après sa petite escapade dans la région de Kerry, son trèfle à 4 feuilles en poche, il partit pour Londres où sa mère, fuyant son mari qu'elle ne pouvait plus supporter, s'était installée et donnait des leçons de musique pour vivre. Arrivé dans la capitale britannique, Shaw découvre un univers d'intelligence et d'aristocratie. Ici, on se baigne dans la culture, l'art, la poésie et le théâtre. George Bernard Shaw est un beau et robuste garçon, au regard chaud et pénétrant, et qui ne laisse pas indifférents les filles. Et en société, dès qu'il apparaît, il est très vite entouré des plus belles créatures du royaume. Mais il est timide et emprunté, et ressent une sorte de complexe du fait qu'il vient de l'indigente Irlande. Toutefois, il a déjà une haute idée de lui-même. Il sait qu'il dépasse tous ses camarades par sa perspicacité, par la force de son esprit, par son intelligence. Mais c'est surtout par l'arrogance et la morgue qu'il tentera de se distinguer dès lors qu'il parviendra à juguler sa timidité. Il y parviendra sans doute lorsqu'il commencera à fréquenter un groupe de jeunes gens réformateurs de la classe moyenne qui formait la société fabienne, du nom du général romain Fabius Cunctator, qui, au cours de ses batailles contre Hannibal, recommandait un temps de réflexion avant chaque attaque. Le jeune homme, encore hanté par la pauvreté qu'il avait côtoyée dans son enfance, consacra alors toute son énergie à l'étude et à la défense du socialisme aux idées généreuses. Il venait également de découvrir l'œuvre de Karl Marx, et notamment le Capital qui l'enthousiasma. Néanmoins, il ne devait jamais devenir marxiste, et il n'y avait rien d'ailleurs de révolutionnaire dans les idées des Fabiens. Ils se contentaient d'étudier les conditions sociales et préconisaient dans leurs pamphlets une répartition des biens de la production à la collectivité. Shaw écrivit quelques pamphlets pour eux, ainsi qu'une petite brochure sur le socialisme municipal. Mais surtout, il prit l'initiative d'haranguer la foule au coin des rues et dans différents meetings, et c'est ainsi qu'il parvint à surmonter sa timidité naturelle. Tous ses services rendus à la société fabienne étaient bénévoles, mais il lui fallait bien penser à gagner sa vie, car depuis son arrivée à Londres, il vivait aux dépens de sa mère, bien que ce fût une bien maigre subsistance. Son erreur fut de commencer à écrire des romans et de ne venir que beaucoup plus tard au théâtre, qui pourtant l'habitait depuis son adolescence à Dublin et son dernier séjour sur la côte sud-ouest de l'Irlande, quelques jours avant son départ pour l'Angleterre. Entre l'âge de 23 ans et de 27 ans, il écrivit 4 romans. Le nœud irrationnel, dont le sujet traite du mariage, en 1880, L'amour chez les artistes, en 1881, Cashel Byron, gentleman et boxeur, en 1882, histoire d'un boxeur professionnel, et Un socialiste peu social, en 1883.
Il les adressa à différents éditeurs qui les refusèrent. Il faut bien dire que Shaw, lecteur assidu de Charles Dickens, ne possédait pas les qualités narratives du vrai romancier, comme il le reconnaîtra plus tard. Il possédait toutefois un style précis et tranchant, et une exceptionnelle vivacité d'esprit qui lui permirent de se lancer et de réussir dans le journalisme. Ses connaissances de la musique et de la peinture le conduisirent à accéder au rang de critique musical du journal The Star, auquel il collabora de 1888 à 1890, sous le pseudonyme de Corno di Bassotto. Puis devint critique d'art dans The World, et enfin il assura brillamment la critique théâtrale de 1895 à mai 1898 dans The Saturday Review. Ces articles seront réunis plus tard en 2 volumes et publiés sous le titre d'Opinions dramatiques et essais. En dépit du temps, ils gardent toute leur fraîcheur et leur intérêt. Durant toutes ces années, il s'efforça de conquérir la capitale, Londres, cette Mecque du conformisme. Pour cela, il comprit vite qu'il fallait avant tout étonner, choquer, provoquer. Déjà, il choquait par ses opinions socialistes. Ses premières conférences dans lesquelles il exposait sa vision d'une société plus généreuse et plus ouverte influencèrent son compatriote Oscar Wilde, avec lequel ses relations étaient amicales. Il allait choquer bientôt, comme Oscar Wilde d'ailleurs, par ses extravagances. Chacun de ses gestes, chacune de ses actions allait désormais paraître étudiée pour faire parler de lui. À une beauté alors renommée et dont il se prétendit follement épris, il fit envoyer la boutique entière d'un fleuriste. Un jour, lors de l'une de leurs disputes mémorables, à madame Patrick Campbell, qui sera son interprète favorite lorsqu'il commencera à écrire des pièces de théâtre, et qui stigmatise son manque de goût en s'écriant « Le ciel vous offre une rose, et vous, vous aimez un artichaut !» Il réplique que l'homme sage et végétarien, placé devant le dilemme de se passer de rose ou de se passer d'artichaut, choisira de se passer de rose. Et le lendemain, il traverse Piccadilly, perdu dans la contemplation d'un artichaut qu'il tient à la main, comme Oscar Wilde se promenait dans la City avec un tournesol. Il pérore, harangue, vaticine et soumet l'auditoire subjugué à ses volontés. Orateur et conférencier très recherché, il se déplace désormais de ville en ville comme un équilibriste de foire. Il scandalise, agace et amuse, car il est un véritable clown. Joey le clown, comme le surnommera plus tard madame Patrick Campbell. Pour toutes ces raisons, il devint rapidement célèbre dans les années 1885. Désormais, son nom est sur toutes les lèvres. On commente, on vilipende, on admire ses éclats. Il excelle dans la joute oratoire. Oubliez définitivement le jeune Irlandais emprunté et timide. Il est bientôt connu universellement sous les initiales G.B.S. Ses premières pièces font scandale. On y perçoit l'influence de Henrik Ibsen, le grand dramaturge norvégien qui sera son maître. La première, La Maison des Veuves, écrite en 1893, est une violente attaque contre les propriétaires des quartiers pauvres. Suivra
En 1894, le héros et le soldat, satire contre ceux qui transforment les tristes réalités de la guerre en histoire romanesque. Vers la même époque, il abordera l'épineux problème de la prostitution à travers sa pièce La profession de Madame Warrens. Mais il fallut que passent de nombreuses années avant que ces pièces soient jouées à Londres et lui rapportent quelques bénéfices. La première qui lui rapporta une importante recette fut d'ailleurs jouée d'abord à New York, en 1898. Il s'agissait du Disciple du diable, dans laquelle l'acteur américain Richard Mansfield remporta un énorme succès dont le rôle du jeune pêcheur se transforma en héros d'abnégation à l'heure cruciale. La même année, il publia des petites pièces intitulées Pièces plaisantes et pièces déplaisantes. Puis, au début du nouveau siècle, L'homme et le surhomme, qui exposait son audacieuse théorie selon laquelle la femme était le sexe le plus agressif et le plus épris de possession. L'autre île de John Bull, qui traitait du présent et de l'avenir de son île natale, l'Irlande, et en 1905, Major Barbara. Cette pièce audacieuse, qui marqua un tournant dans la carrière théâtrale de Shaw, fit scandale lors de sa création, car elle égratignait une vertueuse institution, l'armée du salut, fondée 25 ans plus tôt par William Booth. En fait, Shaw démystifiait, avec une verve féroce, à travers l'armée du salut, ces deux puissances séculaires de la société, que sont l'argent et la religion. Il faut préciser que le personnage central de Major Barbara n'est pas Barbara Undersholt, major de la Salvation Army, mais son père, André Undersholt, marchand de canons millionnaire, dénué de scrupules, un homme qui avait compris que la pauvreté est le plus grand des crimes, dont la religion était d'être millionnaire, et qui proclamait que deux choses sont nécessaires au salut de l'âme, l'or et la poudre à canon. Je vais vous lire un extrait de la longue préface à l'édition imprimée de la pièce, dans laquelle Shaw s'exprime avec lucidité sur la pauvreté, et ses propos étonnent, comme vous allez pouvoir le constater, étonnent par leur modernité. Pauvre mais honnête, un respectable pauvre, et autres formules de ce genre, sont aussi immorales et intolérables que un ivrogne plein de charme, splendidement criminel, ou encore escroc, mais quelle conversation! D'une part, la sécurité à laquelle prétend d'abord toute civilisation ne peut exister là où le pire des dangers, la pauvreté, menace toutes les têtes, au point que la protection des personnes contre la violence n'est due qu'à la présence fortuite des forces de police, dont la fonction réelle est de contraindre l'homme pauvre à supporter que ses enfants meurent de faim, tandis que d'autres, oisifs, suralimentent leurs chiens de luxe au prix de ceux qui pourraient vêtir et nourrir ses enfants. D'autre part, nous en sommes à dire cruellement à tous les citoyens: si vous avez besoin d'argent, gagnez-le, comme si le fait qu'ils en gagnent ou non dépendait d'eux seuls. Nous ne leur assurons même pas la possibilité d'en gagner. Au contraire,
Nous permettons à notre industrie de s'organiser en jouant ouvertement sur le maintien d'une armée de réserve de chômeurs qui fournit au système sa souplesse. Il serait plus sensé de donner à chacun de quoi bien vivre, de façon à garantir la nation contre toute attaque de cette maladie maligne qu'est la pauvreté, quitte à veiller ensuite, c'est inévitable, à ce que chacun travaille pour son salaire. C'est aux pauvres à répudier la pauvreté quand ils ont assez d'elle. Et le premier devoir de chaque citoyen est de s'efforcer d'obtenir de l'argent à des conditions acceptables. Ce qui est impossible à réaliser si 4 hommes sur 5 obtiennent 3 shillings par jour et par tête pour 10 à 12 heures de travail pénible, et le 5e 1000 livres pour ne rien faire. Le besoin urgent de la nation ne concerne ni une élévation de la morale, ni l'abaissement du coût du prix du pain, ni la lutte contre l'alcoolisme, ni la liberté, ni la culture, le rachat des filles mères et des fils dévoyés, ni la grâce, l'amour et la Sainte Trinité, mais tout bonnement l'argent. Assez d'argent. Et le mal qu'il faut combattre n'est pas le péché, la souffrance, la rapacité, la monarchie, l'Église, la démagogie, le trust, l'ignorance, le whisky, la guerre, la peste, ni aucun des autres boucs émissaires que les réformateurs nous abandonnent, mais tout bonnement la pauvreté. Quoi qu'il en soit du fond du problème, de la pensée profonde de Shaw, on ne peut qu'être conquis par sa conclusion qui d'une certaine façon annonce Bertolt Brecht. Si un homme, écrit Shaw, ne peut supporter de regarder le mal en face, la pauvreté, il ne saura jamais ce qu'est ce mal en réalité. Il ne saura pas non plus le combattre efficacement. De nos jours encore, l'homme supporte toujours aussi mal de regarder la pauvreté en face. Comme le disait très justement l'abbé Pierre, les pauvres font encore plus peur aujourd'hui qu'hier. GBS, observateur amer et prophétique, servi par son immense talent et sans doute une pointe de génie, montrait les choses comme elles étaient, à travers Major Barbara, et il laissait aux spectateurs conscients le soin d'en tirer les conclusions qui s'imposaient, comme l'avait fait avant lui Beaumarchais, avec la même clarté et la même drôlerie furieuse. Shaw est un terroriste, écrira Brecht en 1926. La terreur qu'il exerce sort du commun, tout comme l'arme avec laquelle il opère, l'humour. Major Barbara sera joué un peu partout dans le monde, avec le même succès. Mais, curieusement, en France, ce n'est qu'en 1920 que cette pièce virulente fut représentée au théâtre de l'Est parisien, dans une adaptation de Jean Cosmos, et une excellente mise en scène de Guy Rétoré, avec Arlette Téphany, dans le personnage pittoresque de Major Barbara, et la merveilleuse Lise Delamarre, dans celui de Lady Undershaft. Quant à André Undershaft, le marchand de canons, il était interprété par Pierre Dux, cynique à souhait dans ce rôle. Après Major Barbara, Shaw exposa, avec la même froide objectivité, ses idées sur le christianisme, dans Androclès et le lion, puis dans César et Cléopâtre. Il s'ingénia à brosser le portrait
du grand César, plus vraisemblable que ne l'avait fait Shakespeare. Ce ne sera finalement qu'en 1911 qu'il put enfin jouer à Londres une pièce légère, la première pièce de Fanny, avec, dans le rôle-titre, l'une des figures les plus connues de la société de Londres, le grand acteur Sir Herbert Beerbohm Tree. La frileuse société anglaise, à la morale rigoureuse, en sera toute retournée. À l'image de cette société, la plus grande partie des habitués du théâtre étaient alors extrêmement conservateurs. Provoquer et stimuler l'opinion était le but de Shaw. Et il faut bien dire qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la majeure partie du public n'acceptait pas sans réticence les pièces d'un révolté professionnel, d'un présumé marxiste et d'un iconoclaste, qui pouvait être aussi excité que son maître, Ibsen, en renversant les idoles et les idéaux de la bourgeoisie. Pourtant, Shaw réussit son pari et contribua grandement au changement dans la vénérable société anglaise. On peut dire qu'il rénova le théâtre conventionnel anglais. En 1898, l'année du disciple du diable, George Bernard Shaw, qui venait de fêter ses 42 ans, s'était marié, à la stupéfaction générale. Car s'il eut quelques liaisons, s'il était poursuivi par la gent féminine, il ne dissimulait pas, depuis des années, son hostilité pour le mariage, institution bourgeoise dépassée, le mariage qu'il considérait comme une imbécilité. On a retenu sur ce sujet quelques-uns de ses aphorismes les plus percutants. Le mariage est une loterie. C'est une erreur, car à la loterie, on peut parfois gagner. Être bigame, c'est avoir une femme de trop. Être monogame aussi. Il s'était taillé une réputation de misogyne, une réputation d'ailleurs parfaitement justifiée. Il avait développé, durant toutes ces années, sa propre conception de la femme, qu'il considérait comme une chasseresse extrêmement active dans la jungle des relations sexuelles. C'était d'ailleurs le thème de L'homme et le surhomme. On comprend donc l'étonnement de la société anglaise, et même de ses amis les plus proches, comme James Matthew Barrie, le créateur du personnage de Peter Pan, lorsqu'il épousa, en juin 1898, Charlotte Payne Townsend, qui appartenait à une riche famille anglo-irlandaise. Il gagnait alors beaucoup d'argent, assez d'argent en tout cas pour échapper à la suspicion de s'être marié pour cette raison, sarcasme qui l'aurait profondément affecté. En fait, il rencontre Charlotte Payne alors qu'il était surmené et qu'il souffrait d'une lésion osseuse au pied qui l'obligeait à marcher avec des béquilles. Elle le soigna avec dévouement, soucieuse uniquement de le protéger des importuns, et il lui rendit la politesse en l'épousant, ce qu'elle souhaitait ardemment. Mais elle exigea un mariage blanc, car elle avait horreur des relations sexuelles. Cette condition impérieuse n'était nullement rédhibitoire pour Shaw. Bien au contraire. Lui, que l'opinion publique considérait, en dépit de sa misogynie, comme un don Juan, dragueur invétéré et amateur insatiable de sexe et de jolies femmes, n'était aucunement intéressé par la chair. On peut même dire que les rapports sexuels ne lui ont jamais paru importants, et qu'il n'en sera d'ailleurs jamais question dans son œuvre. Shaw est notre seul ange, déclara même Barrie en 1925.
La singulière union qui allait les lier durant 45 ans avec Charlotte se révéla comme une heureuse association qui ne connut pas d'interruption malgré les assauts qu'il allait devoir subir pendant des années de la part du beau sexe. Ils vécurent d'abord à Adelphi Terrace, puis plus tard à Whitehall Court, à Londres. Ils possédaient également une demeure campagnarde, un ancien presbytère, à Ayer-Saint-Laurence, au nord de la capitale. À partir de 1898, reconnu désormais comme un très grand auteur dramatique, GBS n'en continua pas moins à secouer, comme un cocotier, la vieille société anglaise, à donner son opinion sur tous les sujets, à dénoncer les injustices et les mensonges, et à ridiculiser certains de ses contemporains. Lui, qui fut journaliste, se révoltait fréquemment contre la façon dont les journalistes anglais rapportaient les événements. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne le fameux naufrage du Titanic. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le navire le plus sûr du monde s'éventra sur un iceberg, entraînant la mort de plus de 1500 passagers et membres d'équipage. George Bernard Shaw s'insurge aussitôt contre les rapports lamentables des journaux. En manque cruel d'informations, la presse anglaise invente, modèle, crée son propre naufrage du Titanic, divinisant presque le capitaine Edward John Smith, le commandant de l'infortuné paquebot. Les colonnes de journaux se couvrent de rapports faux, fabriqués de toutes pièces, parfois d'interviews de passagers fictifs. Shaw supporte mal la qualité médiocre du travail des journalistes, allant même jusqu'à les traiter d'imbéciles dans une lettre envoyée le 14 mai 1912 au Daily News and Leader. Démontant pièce par pièce les allégations des journalistes, il met à nu un naufrage froid, cruel, meurtrier, qui n'a rien de poétique. Ni les passagers, ni l'orchestre, ni l'équipage, ni le capitaine lui-même n'ont fait leur travail, ou fait ce qu'ils devaient faire. Ce que chacun devait faire était simplement d'arriver à bon port. Non, dénonce Shaw, le capitaine Smith n'est pas digne d'être comparé à Nelson, car il a été imprudent et a conduit son navire à la catastrophe. Mourir en jouant « Plus près de toi, mon Dieu » pour 1500 passagers pris au piège d'un cercueil d'acier n'est pas de l'héroïsme pour Shaw, qui n'épargne pas certains passagers millionnaires en première classe, s'étant enfuis à 12 dès les premières minutes du drame, dans un canot pouvant contenir jusqu'à 40 passagers. Les autres canots, surchargés pour certains ou trop vides parfois, ont refusé de revenir sur le lieu du naufrage. « Est-ce cela l'héroïsme anglais ?» demande Shaw. Ces propos font l'effet d'une bombe en Angleterre et entraînent aussitôt une âpre polémique avec Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui était pourtant son ami sur la scène littéraire. Monsieur Shaw, réplique Conan Doyle le 20 mai, malgré son excellente écriture, ne devrait pas considérer que tout le monde autour de lui n'est bon qu'à dire des mensonges. Prenant à contre-pied chaque parcelle de la thèse de Shaw, Conan Doyle répond vertement à son ami. Les vues divergent, les mots violents volent parfois, mais les deux théories sont intéressantes, chacune contenant en effet des éléments de valeur. Shaw ne se laisse pas démonter par cette réplique de Conan Doyle. Le 22 mai, sa réponse est claire. Il suggère à Conan Doyle de relire 3 ou 4 fois sa lettre,
afin de se rendre compte qu'aucun homme sensé ne peut désavouer ses dires, et de répéter « Lorsque la nouvelle d'un naufrage tombe sans aucun détail supplémentaire et qu'immédiatement les journalistes inventent des détails, je dis qu'ils mentent. » Qui a raison? Qui a tort? Incontestablement, en jetant un pavé dans la mare, Shaw eut le mérite de soulever la question du traitement des informations lors d'une grande catastrophe, et cette question reste d'une actualité brûlante. Il est regrettable qu'avec plus de 100 ans de recul, peu de journaux et de médias actuels ont su tirer la leçon. Dans tout son théâtre, GBS ne se priva pas de tourner en dérision tous ceux qui, selon lui, méritaient de l'être, ainsi que toutes les sacro-saintes institutions et les grands principes, à commencer par la guerre. L'idée que celle-ci puisse être une glorieuse démonstration de courage le révoltait. Il s'employa aussi dans ses pièces à rechercher l'origine des vices, au lieu de condamner les fautifs comme étant irrémédiablement vicieux et coupables. Pour lui, la science, et tout particulièrement la science médicale, était un autre culte à réformer. Shaw ne faisait pas confiance aux médecins, surtout ceux à la mode, médecins riches et titrés qui, dans le quartier de Harley Street, à Londres, connaissaient une prospérité scandaleuse. Dans le dilemme du docteur, il démolit leurs prétentions ridicules et sottes. Il n'épargne pas non plus la politique et tous les grands partis qui n'avaient de cesse de prêcher l'idée que, dans les démocraties, il fallait se soumettre au corps électoral, sage et bien informé, qui sélectionnait des dirigeants exceptionnels pour exécuter ses volontés. Singulièrement pour Shaw, qui pourtant se disait socialiste, la notion de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, était un piège dangereux. Il était d'avis que gouverner était une tâche à ne confier qu'à des personnes supérieurement intelligentes, ayant été formées dans ce dessein. Les rois philosophes, imaginés par Platon dans l'ancienne Athènes, lui paraissaient être l'idéal de ce type. Il chérissait l'idée du socialisme uniquement parce qu'elle préconisait l'égalité. Il savait cependant que l'homme laissé totalement libre ne choisirait ni n'atteindrait l'égalité, car les esprits les plus habiles et la volonté la plus décidée ne manqueraient jamais d'accaparer la plus grande part des richesses et de la puissance. Il considérait donc que l'idée de la liberté politique était illusoire et même dangereuse. Son socialisme était teinté d'autorité, et lorsque s'élevèrent en Russie, puis plus tard en Allemagne et en Italie, les nouvelles dictatures, il en parlait avec tant de sympathie que ses propres supporters de la gauche en furent non seulement désemparés, mais même découragés. En 1914, 2 mois avant que n'éclate le premier conflit mondial, fut joué Pygmalion, pièce racontant l'histoire d'une petite vendeuse de fleurs à laquelle un professeur de diction apprend à parler correctement l'anglais et à devenir une dame. Cette pièce mettait en évidence le rôle de la culture dans la discrimination sociale. Dans le rôle-titre d'Elisa, on remarquait la grande actrice, Madame Patrick Campbell, la Sarah Bernard anglaise, qui exerçait depuis des années une véritable fascination sur Shaw.
Il lui écrivit même des poèmes enflammés et rendra notamment hommage à ses yeux en plagiant allègrement le poète Algernon Swinburne qu'il avait rencontré à son arrivée à Londres en 1877. Paupières glacées qui cachent tel un bijou des yeux sévères qui un temps s'adoucissent. Mais la séduisante Stella, Madame Patrick Campbell, encensée par les critiques du temps, se veut être une diva et se comporte comme une diva. Durant les répétitions de Pygmalion, elle multipliera les éclats, ce qui contribua à tendre l'atmosphère déjà rendue orageuse en raison des dissensions entre l'auteur et le directeur-acteur Herbert Beerbohm Tree dans le rôle d'Higgins. Herbert Tree était directeur du Haymarket Théâtre où fut créée la pièce. Les représentations commencèrent donc en avril et furent brutalement interrompues par la guerre qui débuta début août. Pygmalion sera repris avec succès après la guerre. En 1923, la pièce sera jouée à Paris avec Paulette Pax dans le rôle d'Élisa, et il faut signaler que ce fut le premier grand succès personnel de Michel Simon, qui avait débuté au théâtre 2 ans plus tôt avec la compagnie de Ludmilla et Georges Pitoef, et avait déjà été remarqué dans le rôle de César dans une autre pièce de Bernard Shaw, Androclès et le lion. Dans Pygmalion, qu'il va jouer une 50aine de fois, il interprète le rôle de Doolittle, devenu dans la version française plutôt, Colombe. Colombe, le père crapuleux d'Élisa. Voici ce que écrivit alors André Antoine. Mais voici le père Colombe, égoutier ou balayeur, qui vient réclamer sa fille. Le personnage sera la joie de la soirée, car il a rencontré en monsieur Michel Simon un interprète extraordinaire. Ce gueux, avec la verve du neveu de Rameau, est chargé d'exprimer la pensée mordante de Shaw, et il est une des figures les plus réussies de ce théâtre anarchisant dont nous a doté le grand dramaturge anglais. Colette, qui avait rencontré Bernard Shaw 2 ans plus tôt, nous reviendrons dans un instant sur cette rencontre, parlera de son art énorme, qui rappelle Montel, et qualifia la pièce de savoureuse. Pygmalion deviendra plus tard mondialement connu grâce à la version musicale qu'en firent en 1956 Lerner et Lowe sous le titre de My Fair Lady, joué pendant 6 ans sans interruption à Londres et à New York. Plusieurs films seront également tournés à partir de Pygmalion, le premier réalisé par Anthony Asquith et Leslie Howard, étant interprété par Wendy Hiller dans le rôle d'Élisa. Il fut pour Bernard Shaw l'occasion de remanier le texte de la pièce en 1941. En 2007, j'ai écrit une pièce d'après la correspondance entre le grand dramaturge et son interprète favorite, Madame Patrick Campbell, sur une idée de Pierre-Marie Jonquière qui l'a mise en scène. La fascination de Bernard Shaw, qui évoque les relations orageuses entre eux, une pièce que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et qui comporte un extrait de Pygmalion. Alors que sa renommée n'est plus approuvée, la Première Guerre mondiale plongera l'écrivain dans des prises de position que ses contemporains auront du mal à saisir. Il met à mal les orientations politiques de la Grande-Bretagne dans La Maison du Crève-Cœur, qu'il voulait rendre à la manière de Tchekhov.
Tandis que les victimes de ce conflit atroce se multipliaient dans la vieille Europe, Shaw y exprimait son profond pessimisme au sujet de l'avenir de l'homme. Cette œuvre ne parut qu'en 1921, et entre-temps, il écrivit une série de 5 pièces comprenant en particulier le Retour à Mathusalem. Il y affirmait que les hommes mourraient avant d'avoir pu connaître la sagesse, mais qu'ils pouvaient, s'ils en avaient la volonté, connaître la longévité et par conséquent la sagacité. Cette pièce, se terminant sur la vision d'une société judicieusement gouvernée par des hommes extrêmement âgés, fut peu jouée. Puis ce fut, en 1923, une pièce historique sur laquelle nous allons nous arrêter un moment, car beaucoup pensent encore aujourd'hui que c'est la meilleure pièce de Bernard Shaw. Sainte-Jeanne. Bernard Shaw voyagera beaucoup dans sa vie. En Europe, c'est la France qui fut sa destination privilégiée. Il trouve les Français plus ouverts et moins ligotés par leurs certitudes et leurs préjugés que les Anglais. En France, il fréquente les poètes et les écrivains parisiens. En novembre 1921, il est à Paris et lit, dans Le Matin, un portrait saisissant de l'homme aux 10 fiancées envolées en fumée, Désiré Landru, dont le procès venait de s'ouvrir devant la cour d'assises de Versailles. L'article est signé de Colette, qui suit assidûment le procès Landru dans son journal. Shaw assistera à 2 séances du procès, sera subjugué par cet homme qui, écrit Colette, porte sur son visage quelque chose d'indéfinissable qui nous rend tous circonspects. Un peu plus, j'écrirai déférent. GBS rencontrera le délicieux auteur de Sido et des Claudines et songea même à écrire une pièce sur Landru, avec le concours de Colette. On imagine aisément ce qu'aurait pu être ce Landru avec les talents conjugués de ces 2 grandes plumes. Durant cette même année, il visite Orléans, et aussitôt l'idée lui vint d'écrire une pièce sur Jeanne d'Arc. Et contrairement à celle sur Landru, celle-ci vit rapidement le jour. Jeanne d'Arc, c'est pour Shaw un personnage exceptionnel et d'une grande modernité. Il aimait d'abord en Jeanne la rebelle. Les voix divines que la pucelle d'Orléans prétendait entendre et qui la guidaient étaient plus fortes à décider de sa conduite que les ordres et les disciplines de l'Église et de sa hiérarchie. Elle revendiquait le droit à ce contact direct et la liberté de prendre personnellement ses décisions. Le plus remarquable dans Jeanne, selon Shaw, c'est qu'elle défendait les droits de la personne contre la prétendue infaillibilité de l'Église. Shaw fera remarquer que de nombreux grands catholiques, dont certains furent même canonisés par la suite, avaient été à un certain moment en conflit avec l'Église. Mais Jeanne, elle-même canonisée, lui plaisait en tant que contestataire et protestante. Je vais vous présenter un petit extrait de cette pièce qui, en 1923, consacra son immense talent et la réputation de Sybil Thorndike à Londres, d'Elisabeth Bernier à Berlin et de Ludmila Pitoev à Paris. Lors de son procès, l'inquisiteur parvient à convaincre Jeanne d'échapper au bûcher déjà dressé sur la place du marché et à l'excommunication en reconnaissant ses erreurs. Extrait de la scène 6 de Sainte Jeanne d'Arc, donc scène entre l'inquisiteur et Jeanne. L'inquisiteur.
Dieu soit loué, mes frères. L'agneau est rentré dans le troupeau, et par son retour, il réjouit le berger plus que ne le feraient 99 justes. Nous te déclarons par cet acte libéré du danger d'excommunication dans lequel tu te trouvais. Jeanne. Je vous remercie. Mais, parce que tu as péché très présomptueusement envers Dieu et la Sainte Église, et afin que tu puisses te repentir de tes erreurs dans la contemplation solitaire, et être gardé de toute tentation d'y retomber, nous, pour le bien de ton âme, et comme pénitence capable d'effacer tes péchés et de t'amener finalement sans tache devant le trône de grâce, te condamnons à manger le pain de douleur et à boire l'eau d'angoisse jusqu'à la fin de tes jours terrestres dans l'emprisonnement perpétuel. L'emprisonnement perpétuel? Je ne vais donc pas être mis en liberté? La liberté, mon enfant, après une méchanceté aussi grande que la vôtre, à quoi rêvez-vous? Donnez-moi cet écrit! Allumez votre bûcher! Croyez-vous que je craigne davantage que la vie d'un rat dans un trou? Mes voix avaient raison. Jeanne! Jeanne! Oui! Elles m'ont dit que vous étiez des sots, et que je ne devais pas écouter vos belles paroles et me fier à votre charité. Vous m'avez promis la vie, mais vous mentiez. Vous pensez que la vie, c'est simplement ne pas être morte, comme une pierre. Ce n'est pas le pain et l'eau qui me font peur. Je peux vivre sans pain. Quand ai-je demandé davantage? Ce n'est pas une privation de boire de l'eau, si l'eau est propre. Pour moi, il n'y a ni pain de douleur, ni eau d'angoisse. Mais me priver de la lumière du ciel et de la vue des champs et des fleurs, enchaîner mes pieds de manière que jamais plus je ne puisse monter à cheval avec les soldats, ni gravir les collines, me faire respirer une obscurité infecte et humide, et me tenir éloigné de tout ce qui me ramène à l'amour de Dieu, tandis que votre méchanceté et votre sottise me portent à le détester. Tout cela est pire que la fournaise des Écritures qui avait été chauffée 7 fois. Ah, je puis me passer de mon cheval de bataille, je puis me traîner avec un jupon, je puis laisser les bannières et les trompettes, les chevaliers et les soldats passer devant moi et me laisser en arrière comme ils laissent les autres femmes, mais ne plus entendre le vent dans les arbres, les alouettes dans le soleil, les petits agneaux crier dans le gel vivifiant, et les saintes cloches de l'église qui m'apportent la voix de mes anges flottant sur le vent. Sans toutes ces choses, je ne puis pas vivre, et votre volonté de me les enlever, à moi ou à toute autre créature, me prouve que votre inspiration vient du diable, tandis que la mienne vient de Dieu. Blasphème! Blasphème! Elle est possédée! C'est une hérétique, relapse, obstinée, incorrigible et complètement indigne de la miséricorde que nous lui avions montrée. Je demande son excommunication. Hé, l'homme, allumez votre feu, le bûcher pour elle. Sainte Jeanne, selon moi, est un véritable chef-d'œuvre d'analyse percutante, de style et d'intelligence acerbe. C'est aussi, comme dans toutes ses pièces, une intransigeante étude de la société humaine. Shaw s'est excusé des faiblesses humaines et des travers de nos sociétés, mais avant tout, il s'en amuse. Il ne serait pas devenu le célèbre dramaturge connu dans le monde entier s'il n'avait eu le sens de l'humour. Il fut à la fois prédicateur et maître de comédie. Pendant toute sa vie, il échangea une correspondance suivie avec ses amis, ses proches,
ainsi que de nombreux inconnus. Dans toute l'Europe, il envoie des lettres enthousiastes et parfois naïves. Il répond aussi aux centaines de lettres qui mendient un autographe ou sollicitent un avis ou une aide. La grande vitalité de Shaw se retrouve dans cette correspondance vivante et détaillée qu'il entretint avec toutes sortes de personnes dont plusieurs n'étaient connues ni par leur profession ni par leur niveau social. Peut-on attribuer sa vitalité au fait qu'il ne mangeait jamais de viande, ne buvait pas d'alcool, ne prenait pas de calmants? Contrastant avec le personnage privé, le GBS des estrades publiques, débordant d'esprit, prompt à la répartie, provocateur, toujours prêt à faire le pitre dans le cirque de la controverse, celui que l'on disait coureur de jupons, bon vivant, aimant la bonne chère et le whisky irlandais, le Bernard Shaw intime était assurément un homme doux, généreux, qui vivait presque en ascète, loin de tout amusement facile et de toute réunion mondaine. Il faut se souvenir qu'il dut prendre sur lui et surmonter sa timidité naturelle pour créer le personnage public, un tantinet artificiel que l'on connaît. C'est ce double visage de l'homme, Bernard Shaw, qui m'a le plus intéressé, auquel j'ajouterai un troisième visage, celui de Shaw, le socialiste, l'homme d'une croyance, profondément préoccupé du sort de l'humanité, malgré son mépris pour les simulacres de démocratie. En 1925, le prix Nobel de littérature fut attribué à George Bernard Shaw. Le docteur Peer Alstrom, l'expert du Nobel, dans son discours de réception, soulignera notamment: ces pièces l'ont consacré comme l'un des auteurs dramatiques les plus charmants de notre époque, tandis que ses préfaces le plaçaient sur le même pied qu'un Voltaire. Du point de vue du style uniquement, elle semble offrir la meilleure expression, classique en un certain sens, de la pensée et des controverses d'une époque où le journalisme règne en maître, et même, ce qui est plus important encore, elle renforce la position de Shaw comme personnalité de marque de la littérature anglaise. Les journaux britanniques ne se privèrent pas de railler ce rebelle qui, tout à coup, se laissait couronner de lauriers, ce Saint Bernard à la barbe impertinente que l'on était en train de canoniser. Et même ses amis et ses admirateurs trouvèrent l'occasion trop bonne pour ne pas citer, au moment de sa béatification nobélienne, les mots que le maître faisait dire à sainte Jeanne. « Malheur à moi si tous les hommes chantent mes louanges !» Après quelques hésitations, Bernard Shaw accepta l'honneur qui lui était fait, non pour lui, mais pour sa patrie, l'Irlande, et pour ses lecteurs et les spectateurs de ses pièces. En témoignage de sa reconnaissance envers la Suède, il consacra le montant du prix à la traduction en anglais de l'œuvre dramatique complète de l'écrivain suédois August Strindberg, à qui l'on doit notamment Mademoiselle Julie. Il refusa tous les autres honneurs, anoblissements ou tout autre titre attaché à son nom. Après Sainte Jeanne, Shaw devint de plus en plus doctrinaire et écrivit une série de pièces dans lesquelles l'argumentation comptait plus que l'action. La meilleure de celles-ci fut probablement La charrette de pommes, qui date de 1929 et traite de la manière de gouverner. Il semble s'inquiéter alors de l'état du monde que nous allons laisser à nos enfants. « J'ai peur, écrit-il,
que nous devions rendre le monde honnête avant de pouvoir dire honnêtement à nos enfants que l'honnêteté est la meilleure politique. Malgré l'âge qui vient, il n'en reste pas moins un éternel révolté. Entre parfois dans de violentes colères et stigmatise, comme au temps de sa jeunesse, le vice, la cupidité et la méchanceté de ses contemporains. Obscurantisme effroyable de la civilisation qui, par le vice et la dépravation, perd toute raison. On peut citer également en 1931 Trop vrai pour être beau et en 1934 L'idiot des îles imprévues. En 1940, Madame Patrick Campbell est en France, un pays qu'elle aimait beaucoup, et elle meurt brusquement alors qu'elle se trouve à Pau. Bernard Shaw en éprouvant un chagrin immense. Puis, en 1943, Charlotte mourut à son tour, le laissant un temps désemparé. Mais il n'en continua pas moins à écrire. Et sa dernière contribution au théâtre fut Les Millionnaires, pièce qui parut en 1947. Les hommes d'habitude voient les choses telles qu'elles sont, et je rêve de choses qui ne sont pas, et je demande pourquoi pas, écrira encore Georges Bernard Shaw vers la fin de sa vie. À plus de 90 ans, il reste l'enfant qu'il a toujours été, rêve toujours de choses qui ne sont pas et continue à croire que l'homme peut atteindre toujours plus haut s'il le veut. Retiré dans sa maison d'Ayotte-Saint-Laurence, devenu le Shaw's Corner de l'Hertfordshire, il reçoit de nombreux visiteurs qui remarquent dans un coin de son bureau le fameux diplôme de Stockholm, dans lequel on pouvait lire que le prix Nobel 1925 avait été attribué à Georges Bernard Shaw pour son œuvre pénétrée à la fois d'idéalisme et d'humanité et dont l'esprit de libre satire s'unit souvent à une beauté poétique particulière. À 94 ans, Georges Bernard Shaw, toujours aussi dynamique et actif, se casse une jambe en coupant un arbre dans le jardin de sa maison d'Ayotte-Saint-Laurence. Quelques jours plus tard, son état est désespéré. Le 2 novembre 1950, alors que survient la nuit, il sait que la longue pièce de sa vie s'achève et que le rideau va définitivement tomber. Une buse cendrée au lointain jette son vaste cri avant de s'endormir. Nos vies, pour s'accomplir, ont besoin du décor dont l'âme rêve encore. Et c'est alors, au moment ultime, que son regard se pose une dernière fois sur deux photos, dans des petits cadres dorés, sur sa table de chevet, celle de Charlotte et celle de Stella, les deux femmes qu'il avait sans doute le plus aimées, mais toutes les deux de façon platonique, et, dans sa main, il tient fébrilement une petite enveloppe transparente à l'intérieur de laquelle se trouve le trèfle à 4 feuilles qu'il avait ramené de son Irlande natale 75 ans plus tôt et qui lui apporta, sans doute, bonheur, fortune et gloire. Je vous remercie